s'est arrêté, on était à toutes les formes de résistance. On avait décliné les formes de résistance, les aspects au travers desquels on avait accès à ces formes de résistance, qui étaient quand même qui laissaient des marges d'incertitude. Et puis on avait décliné ces formes de résistance des plus proches et directes en face à face aux plus radicales, et on était arrivé au marronnage. Et puis, je vous avais dit, l'univers, on s'était arrêté sur l'univers le plus important. Enfin, le marronnage, bien évidemment, est un aspect des plus importants, mais celui à l'intérieur même du système des plantations, ces formes de résistance qui sont celles qui relèvent d'un univers qui nous échappe, qui est celui de la création de pratiques culturelles syncrétiques, on avait dit, qui pouvaient être partagées avec le colon par la force des choses. On avait parlé de la langue notamment, et puis des formes qui sont, elles, distancées par rapport à cet univers du colon, même si elles sont toujours, souvent, le plus souvent, selon le principe du mélange des références, de la création à partir de registres différents, le fameux syncrétisme, et on en était arrivé au religieux. Alors le domaine religieux, il est immense, il est immense, et on retrouve dans chaque région, dans chaque pays, dans chaque colonie, des formes particulières qui sont liées bien évidemment à ce processus que l'on avait vu un peu qui n'amenait pas une grande cohérence dans les pratiques coloniales, et notamment en rapport avec le baptême. Ce qui fait que dans les îles anglophones, dans les régions, on met à part les États-Unis, on parle de la Caraïbe, le baptême arrivant tard, possibilité de voir se développer des cultes qui évolueront en parallèle de la religion officielle du colon. Aux États-Unis, c'est différent, et là, il va y avoir un véritable syncrétisme, mais un syncrétisme qui donnera lieu à ces fameuses églises que l'on connaît, liées à toute la pratique du gospel, du message du gospel, des évangiles, et qui, elles, tout en étant syncrétiques, seront des églises, elles aussi, différentes par rapport à les églises du colon, et notamment il y aura des créations d'églises en réaction au message chrétien porté par les colons, et notamment la fameuse à Mecque, sur laquelle je reviendrai, donc la plus ancienne des églises dites noires aux États-Unis. Alors partout dans la Caraïbe, on voit des îles, des pays et des régions qui se distinguent par leur culte. Alors bien sûr le plus connu, le vaudou en Haïti, le vaudou dont on l'associe, qu'on associe au culte fond du Dahomey. On connaît bien évidemment un autre culte très connu, qui est au Brésil, le candomblé brésilien. Candomblé qui est associé au fond Yoruba. La Santeria à Cuba, qui aussi est affiliée au Yoruba. Et puis, on peut aussi distinguer pour la Jamaïque la religion la plus ancienne associée au culte africain, disons qu'on va les mettre en rapport avec les cultes africains, vous connaissez peut-être? Non? Le mialisme. Voilà, le mialisme, prononcé à la française, mialisme, qui est donc mile, qui est associé, lui, aux populations
qu'on avait dit être celle que l'on pensait plus importante en venant, quand on parlait des nations africaines, de l'apport des nations africaines, les Chromanti ou Ashanti. Donc ce monde religieux, c'est un ensemble de pratiques qui, là, nous permet véritablement d'entrer dans cette créativité, j'allais dire, parce qu'elle est réactive, et qui permet de se positionner selon un schéma qui n'est plus celui d'une assimilation. Et on voit non seulement le religieux, mais on va voir d'autres pratiques qui vont se greffer, qui sont voisines ou associées. C'est la pratique des contes qui est très importante, hein, la tradition orale des contes. Et puis, je vous avais dit, un ensemble de pratiques, vision du corps, pratiques médicinales, pratiques culinaires, qui vont, des pratiques gestuelles aussi, qui vont former cet ensemble, puis pratiques musicales bien évidemment que j'oublie à chaque fois de mentionner, pratiques artistiques aussi incluant des pratiques artisanales mais aussi artistiques en elles-mêmes, comme on l'entend dans notre vocabulaire européen qui dissocie l'artisanat de la pratique artistique et qui vont être, bon, par exemple, plus tardivement, hein, mais l'art pictural et notamment l'art naïf en Haïti. Hein, la pratique picturale en Haïti qui est très connue. Donc tout ça forme un univers assez divers, pluriel, et où l'on va pouvoir parler, donc repérer cette fameuse créativité culturelle dont on a beaucoup de mal à imaginer comment elle peut émerger d'un contexte aussi coercitif. Et je prendrai seulement l'exemple de la Jamaïque, où on parle pour la Jamaïque de contexte d'innovation religieuse. On parle aussi de la religion, je vous l'ai dit, à propos de cette comparaison entre l'insurrection de Morandé et de l'insurrection du Sud, une institution par excellence de la résistance au système colonial. Alors on commence, si on voulait faire une frise chronologique de l'évolution du religieux à la Jamaïque, alors on pourrait commencer par le mialisme, qui est la première religion, le premier culte repéré, qui sera le ressort qui irriguera, comme on le trouvera par la suite, les révoltes anti-esclavagistes, et notamment une révolte qui s'appelle la révolte qui a eu lieu en 1760 par les esclaves, la rébellion, la Taki Rebellion. Oui, oui, ou Taki-Taki. Hein. Donc cette révolte qui a lieu en 1760 et qui est sur fond de mialisme. Et avec le mialisme est associée une autre pratique qui est beaucoup plus... Le mialisme fait référence à un culte collectif et il y a une pratique individuelle du religieux qui fait appel à des pratiques individuelles et qui sont incarnées par celui qui est, ou celle, mais plutôt celui, qui est en charge d'intercéder avec les forces du mal et qui, à la Jamaïque, s'appelle l'Obia Man. L'Obia, qui est l'intercesseur entre les forces du mal, le mialisme étant plutôt un contre-pouvoir, mais c'est mêlé hein, aux forces du mal. Et comment on appelle, on retrouve cette configuration dans ce qu'on a pu appeler les avatars, je vous avais dit, les avatars du vaudou à la Martinique, qui sont le résultat justement de cette assimilation très précoce par le baptême de la religion de l'esclave dans le système de religion catholique, mais néanmoins avec des pratiques qui se perpétuent au travers, qui peuvent
être bien évidemment syncrétiques, mais qui sont moins spectaculaires, moins structurés que dans les autres pays et les pays anglophones, parce que, en raison de ce baptême très précoce et de cette assimilation, ce processus d'assimilation qui intervient dès la période esclavagiste. Et donc, à la Martinique, comment on appelle les... alors, soit à la Guadeloupe aussi, hein, comment on nomme les intercesseurs avec les forces du mal? Le quimboiseur et le gars des affaires, celui qui garde les affaires, hein, si on garde des affaires, ou qui regarde les affaires. Et pour la Guadeloupe, gars des affaires aussi, gars des affaires. Donc ce sont cette dichotomie, c'est là qu'on voit le syncrétisme entre la sphère du bien, la sphère du mal, qui va donner l'armature à l'organisation, la structuration de ces rituels. Alors, on a donc cette structure de base à la Jamaïque, et puis avec la guerre d'indépendance aux États-Unis, dans les années 1770, arrivent les Anglais, promettent à ceux qui restent en allégeance aux esclaves qui sont loyaux vis-à-vis de la Grande-Bretagne, des colons, promettent l'affranchissement. Donc on va avoir des Noirs affranchis, et notamment un certain Georges Lill. Alors son nom s'écrit de différentes manières, qui va être donc un Américain, noir américain, libéré par justement au moment de ces événements de la guerre d'indépendance, et qui va venir en Jamaïque et qui va diffuser la foi baptiste dès les années donc fin du XVIIIe siècle. Et quand le premier missionnaire baptiste arrive en Jamaïque, il a déjà affaire à une population d'esclaves convertis et auprès de qui la foi baptiste s'est diffusée. Alors n'oublions pas cet embranchement, l'église anglicane qui reste la forteresse de la religion du colon, et puis les églises, hein, les assemblées non conformistes qui sont donc en particulier et principalement pour la Jamaïque les baptistes, hein, même si on a les Moravians aussi, les Quakers, plus importants sans doute aux États-Unis. Et donc quand là on va avoir une première révolution entre guillemets religieuse avec l'importance de la foi baptiste qui se répand auprès des esclaves et qui va donner lieu à une double variante, parce que le religieux, ne l'oublions pas, est un outil de critique sociale, hein, c'est l'institution de résistance, donc très vite il va se produire une dissociation entre les églises baptistes blanches qui vont être en lien bien évidemment avec les esclaves, mais il va y avoir une branche qu'on appelle Native Baptist, Native Baptist Church, qui va finir par s'autonomiser à la grand désarroi des missionnaires baptistes qui ont peur aussi un peu quelque part de cette émancipation, même si le regard des missionnaires baptistes, leur vision avant Morant Bay, d'où vraiment la césure que forme Morant Bay, pour les baptistes, les missionnaires baptistes, c'est la grande fraternité. Les esclaves, ils sont abolitionnistes, ils sont du côté des esclaves, mais avec un certain élan paternaliste. Il faut leur apprendre à grandir, hein, c'est toujours quelque part l'idéologie sous-jacente, mais il y a une grande fraternité et qui va aller en régressant à partir de Morant Bay, puisque Morant Bay sera donc la révolte guidée par des pasteurs baptistes, mais de la branche des Native Baptist Churches, qui sont donc qui vont à l'encontre de ce qu'aurait espéré
les missionnaires baptistes, à savoir une conformité à la moralité coloniale, et ne pas se comporter, ne pas être dans cet élan de révolte qui apparaît comme à la Martinique de l'insurrection de 1870, comme le résultat de pratiques de sauvages, de pratiques barbares, et les baptistes vont être décontenancés par cette révolte, et ça sera, d'après les écrits de Catherine Hall, qui est donc une historienne britannique des églises, enfin des missionnaires baptistes, et qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur donc les missions baptistes à la Jamaïque. Alors pour la petite histoire et l'anecdote, c'est la femme, c'est l'épouse de Stuart Hall, hein, dont je vous ai souvent parlé, et donc elle amène sa contribution du point de vue britannique, et d'autant qu'elle est issue d'une famille de baptistes. Aujourd'hui, c'est une grande militante des réparations, c'est une historienne, hein, et militante, et puis surtout académique, et qui aborde la question des réparations avec une rigueur historique. Donc, à partir de son ouvrage, on peut voir comment Morant Bay fait basculer le système de vision des baptistes vis-à-vis donc des anciens esclaves. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est de voir ce champ religieux mouvant à la Jamaïque, et qui donne lieu donc à cette branche native baptiste qui est extrêmement irriguée par une pratique charismatique, qui associe, qui va amener au sein de la religion les cultes de possession qui vont quand même être là, qui vont toujours être présents. Et il y a une sorte de symbiose entre ce fond religieux hérité du mialisme et donc les Native Baptist Church. Et n'oublions pas que la Sam Sharp Rebellion de 1931-32 est donc issue des Native Baptist Church. Et puis on a en 1860, on a le Great Revival, qui est donc un mouvement de renaissance religieux, qui marque une période de grande ferveur religieuse. Et là vont être entérinées différentes composantes, donc le paysage religieux bouge à nouveau, et là on va avoir donc les Native Baptist Churches qui vont continuer, mais qui vont aussi donner naissance par symbiose avec le message religieux non conformiste, le message religieux des cultes mialistes, à deux composantes remarquables de la religion Pucumania et Puku. J'ai besoin de vérifier l'orthographe, excusez-moi. Pucumina, pardon. Alors, vous connaissez sous quel nom? Pucumania, Pucumina, Pucumania. Donc, c'est une composante plus proche du message chrétien. Et la deuxième composante, qui est Revival Zion, qui marque les syncrétismes forts entre mialisme et Baptist Churches, Native Baptist Churches. Donc on voit un paysage d'une complexité qui s'élabore, hein. On a toutes ces composantes auxquelles s'ajoute ce que je vous avais déjà dit par rapport aux pratiques religieuses que j'avais pu observer dans les années 2000, dans les années 90, fin des années 90, en Grande-Bretagne auprès des migrants jamaïcains. Donc déjà ces pratiques qui montraient qu'on n'était pas ancré dans une église en particulier, avec la fameuse pratique, je crois que je vous en avais parlé, du papillonnage. C'est-à-dire que on fréquente différentes assemblées religieuses et on n'est pas accroché à une église en particulier, ce qui fait qu'on peut être tout à la fois
fréquenter, il y a aussi les églises catholiques, hein, en tant qu'église officielle. On peut très bien aller à l'église catholique, mais se retrouver aussi dans un culte traditionnel, être aussi dans une église native baptiste. Donc c'est à la fois un paysage religieux complexe et à la fois une pratique religieuse qui elle-même admet la diversité et la non-fixation dans un corps religieux établi une bonne fois pour toutes. Vous pouvez me reprendre si je fais des erreurs quant à la description, ça va. Bon, vous validez. D'accord. Donc ensuite, on va avoir... C'est déjà un paysage religieux qui est pas mal complexe. Donc alors le Great Revival qui donne lieu à ces tendances, et puis arrive donc dans ces années 60 cette fameuse Morant Bay Rebellion qui marque là encore comment le religieux est le ressort politique, puisque les leaders se connaissent d'ailleurs. Paul Bogle et William Gordon, qui sont les deux leaders de cette rébellion, l'un étant issu d'un milieu noir paysan descendant direct d'esclaves, l'autre étant issu d'un milieu mulâtre de familles riches et qui vont quand même arriver à s'associer par le religieux. Ils vont fréquenter la même église, ils vont être pasteurs dans une même assemblée religieuse et se connaître par le religieux et bâtir leur discours de contestation de la société coloniale dans les assemblées religieuses qu'ils fréquentent ensemble. Alors je ne vais pas plus dans les détails parce qu'il y a bien évidemment d'autres... Gordon, voilà, Bogle et Gordon. J'écris pas très bien. Donc là, ensuite, arrive encore un autre mouvement. Donc vous voyez, c'est déjà assez complexe, mais on en a encore un autre qui arrive. Tout ça pour vous montrer cette mouvance du milieu religieux, ce contexte d'innovation religieuse permanent. Et là, c'est ce qu'on appelle le bédouardisme. Bédouardisme de Alexander Bedward, qui est un mouvement, lui aussi, de contestation qui appelle, pas moins que ça, au renversement de la domination blanche. N'oublions pas que dans ce religieux, on trouve toujours un message politique, politico-religieux. Hein, c'est vraiment essentiel à comprendre. Et le bédouardisme, début du XXe siècle, en est l'exemple caractéristique. Et à nouveau, encore un mouvement qui arrive, qui rajoute à ces empilements, ces emmêlements, le mouvement que vous connaissez, puisqu'on a, hier, on en a un petit peu parlé, quand on a écouté un morceau de Bob Marley, le mouvement Rastafari, qui arrive dans les années 30, qui est un mouvement politico-religieux. Alors là où il y aurait des tas de choses à dire, je me limite à dire que le premier Rasta qui a fait l'objet d'un film documentaire par Hélène Lee, qui était une journaliste de Libération, spécialiste du reggae, de la musique reggae. Elle écrivait dans Libération les articles sur le reggae. Hélène Lee a fait un documentaire qui s'appelle Le Premier Rasta et qui est sur Leonard Howell, qui a fondé la communauté du Pinacle, que vous connaissez peut-être, une communauté qui vivait de manière autonome, qui a été l'une des premières communautés Rasta. Alors attention, le mouvement Rasta, c'est un mouvement complexe. J'y reviendrai en conclusion de ce cours, parce que ça me paraît être une figure allégorique de ce qui se passe dans toute cette formation culturelle. Mais ne faisons pas de l'angélisme. Et rappelons-nous que le mouvement Rasta est composite et qu'on peut trouver dans le mouvement Rasta des leaders qui se comportent comme de véritables autocrates. Hein. Il ne faut pas non plus y voir que ce mouvement
contre-colonial, hein, anti-colonial, il est composite, hein, ce qui évite aussi, et on y reviendra, de faire de l'angélisme et du romantisme, bien que ce soit porteur d'un message fort et de plus en plus dans l'avancée du mouvement Rasta, et particulièrement dans les années 70, où là il y aura vraiment une composante très axée sur la paix, peace and love, on pourrait dire, mais qui est aussi un mouvement qui comporte sa charge de violence, sa charge de pouvoir, mais c'est ce qui en fait justement, on le verra, une figure allégorique de ce qui se passe au sein de cette grande formation culturelle. Alors ensuite, le mouvement Rastafari, donc les années 30, il va évoluer, il va y avoir plusieurs générations de Rasta, il va être extrêmement réprimé. Vous imaginez dans cette société fondamentalement alimenté, structuré par les normes britanniques, comment ce mouvement peut-il être perçu, et notamment quand va se greffer la deuxième génération Rasta qui instaurera le port des locks, qui feront ce qu'on avait dit hier être le fameux pôle de la réputation, les rude boys, les bad boys, qui vont être dans cette société la ligne de mire. Et d'ailleurs la répression, une des répressions contre les Rasta consistera à couper les locks publiquement, et ce qui est donc la marque, essayons de nous extraire du folklore actuel, mondialisé, hein, par rapport à toute l'imagerie autour du mouvement Rasta, qui est une histoire aussi douloureuse de rapport de force, et une histoire politico-religieuse qui est populaire, une philosophie populaire. Et ensuite, là-dessus, vient encore se greffer d'autres cultes, les cultes pentecôtistes. Et tout ça continue à alimenter le paysage religieux qui comporte encore ces branches du Pukumina, du Revival Zion, des Baptist Churches. On a tout cet environnement, le mouvement Rastafari, qui forme une nébuleuse, une véritable nébuleuse, et on n'est plus du tout dans un contexte figé. Et le religieux est là pour en témoigner tous les jours. On dit qu'à la Jamaïque, c'est, je crois que je vous l'avais dit, le pays où il y a le plus d'assemblées religieuses par habitant. On a un jour la création d'une église pentecôtiste, le lendemain il y a 2 branches. Et le surlendemain, il y en a 3. On pourrait presque dire qu'il y a une église par individu. C'est caricatural, mais en même temps, le lien social circule énormément. Et la semaine dernière, j'assistais à une journée doctorale où une jeune femme présentait ses travaux sur le pentecôtisme, les églises pentecôtistes au Brésil. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un essaimage d'églises qui marque la dissémination du pouvoir. Même là, on dissémine le pouvoir, même au sein du religieux. Et alors c'était très curieux, et ça revient à nos préoccupations, parce qu'à la suite de sa communication, il y avait une autre jeune femme qui fait sa thèse sur les réseaux sociaux et la dématérialisation du lien social, c'est-à-dire qu'on est ici maintenant et on est connecté ailleurs. Et c'était très curieux parce que les 2 communications mises en miroir, l'une montrait qu'on avait besoin de la relation de face à face au sein de ces assemblées religieuses, et ce sont les mêmes personnes qui, dans le face à face, vont se retrouver aussi créer du lien dans un lien dématérialisé, virtuel, dans les réseaux. Mais comme quoi, c'était très intéressant parce que ça montrait bien que, bon, elles n'ont pas convergé puisqu'elles faisaient chacune, elles présentaient leurs travaux, mais dans les débats, c'est ce qui est ressorti de cette convergence que la dématérialisation, et fort heureusement, sauf pour ceux qui sont effectivement complètement déconnectés, qu'on appelle, je ne sais plus comment, les geeks, là, on a besoin encore du face-à-face. Et on retrouve donc cette problématique posée de manière extrêmement intéressante dans ces sociétés qui sont, ne l'oublions pas aujourd'hui, plus en phase avec la technicité nouvelle que nous ne le sommes, hein, avec les portables, les Internet, les ordinateurs, Skype, d'autant que c'est une population diasporique, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'immigration
migration importante vers les États-Unis, vers l'Angleterre, donc tout ce qui est connexion. Enfin, moi, je me suis vue apprendre des choses que je connaissais absolument pas par mes interlocuteurs et mes amis jamaïcains qui sont top au niveau de toutes les techniques de communication actuelles. Donc, ce paysage religieux se complexifie encore plus si on prend en compte, donc on a le pentecôtisme qui arrive, qui est la dernière couche, mais ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Et il y a à côté de ça toujours les cultes traditionnels, comme on pourrait dire officiels, Église catholique, Église anglicane, les églises non conformistes et ce que l'on appelle non conventionnel, non conformiste, non conventionnel, c'est qu'en dessous, c'est-à-dire pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah aussi, qui sont présents. Donc nous sommes face à un contexte véritablement de dissémination des référents de l'identité, comme si on ne voulait pas enfermer dans un cadre strict et qu'on laisse à l'individu la possibilité de toujours pouvoir s'évader, se libérer du cadre normatif. Et je crois que ça, c'est une idée fondamentale à retenir. Et vous savez d'où elle vient, cette capacité à créer de l'ouverture en lieu et place de l'enfermement. Ça vient bien évidemment de l'expérience de l'esclavage, de cette véritable connaissance profonde de ce que peut être l'enfermement dans une catégorie qui va jusqu'à enfermer dans sa propre peau, puisque la peau est le révélateur de cette assignation qui fait qu'on ne peut pas s'échapper. Donc dans toute la dynamique culturelle, on retrouve cette dynamique de l'ouverture et de la non-assignation à une identité fixe. Et ça, c'est vraiment important à retenir. Donc, pour les spécialistes du religieux jamaïcain, je vous citerai Jean Besson, dont j'ai déjà parlé hier pour les paysans. Allez, là, pour les paysans, la paysannerie Jean Besson, donc, qui n'est pas à proprement parler spécialisée religieux, mais comme la paysannerie jamaïcaine associe énormément de pratiques rituelles, on retrouve dans ses écrits beaucoup de choses relatives aux religieux. Austin Brose, qui, elle, est spécialiste du pentecôtisme, Kenneth Bilby, dont je vous ai parlé aussi, qui, lui, est spécialiste des marrons, et donc dans les sociétés marronnes de Jamaïque, c'est là qu'on retrouve les traces les plus vives de ces cultes traditionnels. Et puis, mon grand ami, Barry Chevan, qui, je vous l'avais dit, est le fondateur de ce programme, décédé en 2010, et qui est de réputation internationale sur le mouvement Rastafari, mais qu'il a étudié bien évidemment en lien avec la dynamique du chant religieux. Et il décrit le mouvement Rastafari comme un mouvement acéphale, même si, je vous mets en garde, et c'est ce qu'il fait aussi, même si on trouve des composantes, comme les premières composantes, où l'on trouve des composantes autocrates, de chefs, entre guillemets, où il y a un pouvoir sur la communauté, mais en même temps, le mouvement Rastafari, mais j'y reviendrai, va se révéler comme un mouvement totalement acéphale et l'expression la plus explicite de ce désir, de cette pulsion, de cette réactivité à l'enfermement et de cette pulsion de liberté. Pour ce qui est donc des formes de résistance, donc la religion, très très importante. Après, je passe sur tout ce qui est lié, et notamment la musique, qui va être extrêmement liée au religieux, le gospel, le jazz. Alors le jazz,
je vais en dire deux mots quand même. Le jazz, c'est quand même pareil, de la même manière, comme j'aborderai le rastafarisme, enfin le mouvement rastafari. Rastafarisme est un petit peu péjoratif, parce que rastafarisme, en isme, ça va à l'encontre de ce que prône le mouvement rastafari. Le jazz, c'est par excellence la musique, mais une invention mais extraordinaire, de l'improvisation. On improvise, on ne connaît pas d'autre musique qui soit l'élan à ce point du refus de la norme. Même s'il y a des standards, on s'évade du standard. Et ça, c'est là encore, on pourrait dire, une figure allégorique achevée de ce qui anime cette formation culturelle. Et un de mes collègues spécialistes de jazz, un anthropologue, dit qu'il n'y a pas besoin de faire, comment dit-il, il y a une formule, l'anthropologie du jazz, parce que le jazz est en lui-même une anthropologie. C'est-à-dire que le jazz exprime un message anthropologique fort. Bon, il faut dire, c'est Jean Jamin. C'est un anthropologue spécialiste, c'est le directeur de publication de la revue L'Homme, la revue phare en anthropologie française, qui a été créée par Lévi-Strauss. Et donc cette musique, elle est vraiment symbolique au sens où elle enlève les critères de la communauté. Elle va au-delà de la communauté. Donc on parlait de musique, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe là encore, parce que c'est une musique, moi je le dis, même si c'est une musique internationale qui est jouée autant par les Blancs que par les Noirs aujourd'hui, ça reste une musique noire pour moi, donc ça c'est dur à dire avec 10 000 guillemets, en sachant, en ayant suivi le trajet qu'on a suivi, de déconstruction de la catégorie noire, pour arriver à dire que c'est une musique issue de cette matrice. C'est dans cette matrice. C'est dire que ce n'est pas une musique issue de cette matrice, c'est encore une fois déposséder le peuple noir de ce qu'il a effectivement créé. Et le jazz, cette expression qui s'exprime au travers d'une créativité continuelle, ça n'a pas été créé ailleurs. Donc moi je prône le discours qui remet, on pourrait dire à César ce qui lui appartient, mais tout en ayant été, c'est ça le paradoxe, une musique faite pour être universelle. C'est ce paradoxe entre une singularité et une universalité, puisque le jazz se propage sur la base de la déconstruction du communautaire, des normes musicales, et en même temps, il est le résultat d'une expérience singulière. Donc, deuxième grand domaine, à part, on a vu le religieux, l'art, le religieux qui est toujours lié à la musique aussi, ne l'oublions pas, je vous le dis, on est parti de là, le blues, etc., on est parti du religieux et le gospel, le gospel bien évidemment, qui est dans les églises, qui est, d'ailleurs on dit que le jazz est issu, la pratique de l'impro, du ring shout, qui est une pratique religieuse où l'on crie en rond, ring shout, en improvisant. Et j'ai eu la chance d'aller dans une église non touristique, je pense, à Harlem, pentecôtiste. Et je suis à peu près sûre que les pentecôtistes, il est dit que c'est eux qui ont contribué à perpétuer la pratique du ring shout, donc qui est une improvisation dans le religieux donc pour célébrer, pour ce qu'on appelle le worshiping, la célébration. Et donc on le voit aujourd'hui, je vous parle des années 2000, on voit cette pratique du ring shout qui est perpétuée à l'écart de la folklorisation et du tourisme, puisque Harlem est en voie de patrimonialisation intense. Et puis là-dessus, je voulais rajouter quelque chose et je ne vais plus m'en souvenir sur la musique et le religieux. Oui, les pentecôtistes, l'intercession, quand l'esprit descend, il descend que par la force du gospel.
hein, c'est le chant qui fait venir l'esprit et qui amène l'esprit dans le corps. C'est par la force du chant, du gospel. Voilà, mais je voulais vous dire autre chose, mais tant pis. Donc, deuxième grand domaine qui marque cette résistance qui est diffuse, qui ne se donne pas à lire en termes frontaux, en termes directement en face à face avec le maître, dans la rébellion, dans la fuite, etc., c'est le domaine que je vous ai plusieurs fois mentionné, celui du rapport à la terre et du rapport à ces lieux de dédoublement, ce que j'ai appelé hier le dédoublement colonial, ces lieux où vont être possibles, ces expériences où elles vont être possibles de mettre en œuvre, c'est-à-dire s'extraire et s'affranchir véritablement de la plantation. Et là, c'est le domaine du jardin, ce qu'on appellera le jardin créole aux Antilles françaises, le jardin Bocaille, celui qui est près de la maison, mais le jardin aussi, les plus importants, hein, qui recouvre des petites propriétés. Donc c'est le mouvement abolitionniste qui va voir là le développement de cette composante qui, pour moi, est la composante qui montre le plus l'infléchissement que les anciens esclaves donnent à la destinée de ces îles, parce que, comme on l'a vu, l'abolition, c'est quoi? C'est discipliner l'esclave, enfin, c'est pas que ça, bien évidemment, mais c'était aussi discipliner l'esclave dans les ateliers de discipline pour qu'il se convertisse en travailleur salarié dit libre. Mais c'était un mouvement, ce qu'on appelle de prolétarisation des esclaves. Ce n'était pas un mouvement de paysanisation. Hein, c'était donc à l'époque de l'abolition va avoir lieu ce grand mouvement de concentration foncière autour des outils de production sucrière qui ne seront plus ce qu'on appelait avant les sucrotes aux Antilles françaises, hein, les anciennes, les sucreries qui marchaient des petites unités selon la méthode, la fameuse méthode du père Labatte, hein, dont je vous avais parlé. On a maintenant de véritables outils industriels, et qui dit outils industriels dit remembrement, d'où le rachat des petites plantations, et on va avoir des vastes domaines, c'est la même chose pour la Jamaïque, autour d'une usine centrale, et il va falloir de la main-d'œuvre saisonnière, salariée, qui pourra venir. On ne va pas la nourrir toute l'année, hein. On la nourrira pendant la récolte de la canne, et certains resteront à l'année, bien évidemment, mais il faut une main-d'œuvre flexible. Quand on dit que les sociétés de plantation sont des prototypes de la post-modernité, du post-fordisme et de la mondialisation, là on en voit encore un exemple. On veut une main-d'œuvre flexible, mais pérenne entre guillemets, qui est là, hein, qui doit être là quand donc les esclaves, les anciens esclaves, les nouveaux libres vont opposer ce qu'on appelle une contre-tendance, c'est Alain-Philippe Bérard, je crois que je vous l'avais dit au début du cours, à la prolétarisation. Et eux, leur but, c'est de s'affranchir, de s'extraire de la plantation et de créer des modes de vie qui sont véritablement des modes de vie affranchis, hein, libres par rapport à cet univers clos qu'a formé la plantation. D'où une fuite importante des esclaves, enfin une fuite, oui, parce que c'était pas ce qui était attendu d'eux, même s'ils étaient libres, hein, ce qu'on appelle la fuite dans les mornes, hein, dans les collines, je vous avais fait le petit schéma, où ils vont acheter des lopins de terre, certains vont constituer de véritables patrimoines fonciers, et là va se développer un mode de vie extrêmement intéressant par rapport à toute cette créativité, qui va nouer tous les fils entre eux, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport au nom, par rapport aux religieux, par rapport à la famille, par rapport, et c'est là qu'il y a l'émergence de cette figure patriarcale, hein, puisque c'est un mouvement qui est conduit par les hommes, reconstitution de la famille, recréation du lien social, et recréation du lien social que l'on voit à partir d'une pratique extrêmement intéressante qui s'appelle l'entraide, ou le coup de main, qui est connu en Martinique ou en Guadeloupe, à la Jamaïque, je ne sais pas sous quel nom c'est connu, le coup de main, c'est-à-dire que au lieu de chacun, c'est des petits lopins de terre, c'est 2-3 hectares, certains vont arriver à plus, hein.
Mais au lieu de cultiver individuellement son lopin de terre, alors qu'on dit que ce sont des sociétés, on y reviendra mieux, qui sont mues par un individualisme, ça va être cette pratique du coup de main, elle va venir symboliser le fait qu'on va charger le travail, qui a été quand même le travail, l'outil par lequel l'exploitation la plus totale a été possible, on va le charger d'autres valeurs, des valeurs de solidarité, puisqu'on constituera des équipes de coups de main pour aller chaque jour, enfin quand il y a une terre à travailler, on s'y met à 10 dessus, on travaille la terre à 10 le matin, et puis on sait que celui qui a travaillé celui qui a reçu les 10 coups de main, ou les 9, en enlevant la personne, eh bien elle va donner à son tour 9 autres coups de main. Et c'est là qu'on voit, c'est un échange, un don, selon la notion fameuse de Marcel Mauss, l'anthropologue Mauss, le don et le contre-don. Et là, cette pratique du don et du contre-don est véritablement emblématique de cette restauration du lien social, d'autant qu'il se produit par le travail. Et que le travail était le motif, l'alibi, le ressort de ce qui a permis l'exploitation la plus inhumaine au sein de l'univers esclavagiste. Donc on voit que cet univers-là se structure autour d'une distanciation, d'une reformulation des valeurs de la société coloniale. Il y a valeurs coloniales à l'intérieur de ce monde-là, par rapport au code foncier, etc. Mais à l'inverse de certaines interprétations qui diraient que c'était du squat, etc. Donc, par rapport à mes travaux, là je parle vraiment, puisque j'ai étudié cette question de manière quand même assez approfondie, ce n'est pas du tout du détournement du droit foncier, puisque ce sont des terres achetées légalement, c'est un vaste mouvement, je vous l'avais dit dans les 2 premiers cours, et puis surtout les codes sont réappropriés. Et on l'avait vu hier par rapport au mode lacou haïtien, mais aussi au mode paysan dans les Antilles françaises, où, par exemple, les familles, le mariage arrive tardivement. Il me semble que j'ai le tableau comme hier avec écrit les filiations légitimes, les filiations reconnues, les filiations non reconnues dites naturelles, qui sont ces filiations naturelles reconnues, légitimées, une manière de réorganiser la famille, de réorganiser la transmission du patrimoine foncier. Donc, dans ce monde paysan, va vraiment émerger de ce monde paysan un monde, un univers culturel distancé où s'épanouit le double colonial et ce que je vous ai dit être l'habitus du contre-habitus, c'est-à-dire en opposition à la logique des plantations. Et ça se lisait dans les paysages, ça se lit encore dans le paysage jamaïcain, mais ça se lisait très bien encore dans le paysage antillais français jusqu'aux années 80-90, étagement total, un mode de vie étagé, la monoculture, la monotonie, le monde monolithique dans les zones basses, le bocager dans les zones hautes, la diversité, d'autant que le mode culturel est très inspiré, il y a un respect très important de la nature et du monde naturel et de l'ordre des choses naturelles, de création divine. Donc les pratiques culturelles qui ne sont pas du tout à la sauvette, qui sont des pratiques agronomiques performantes par rapport à l'érosion, dans des contextes à risque, s'inspirent énormément du modèle forestier. Et les pratiques culturelles, en étage, reproduisent le milieu forestier pour plusieurs raisons. Une écriture géosymbolique qui s'inspire donc de cette création de l'univers forestier, puis qui en même temps est techniquement et agronomiquement performante, puisqu'elle protège les sols de l'érosion. Donc cet univers, il faut le situer dans tout ce qu'il a pu permettre de restauration de soi, même si c'est dans un entour territorial, et c'est là que j'aurais tendance à être critique avec le roman fabuleux, magnifiquement écrit de Chamoiseau, Texaco,
puisque Texaco, c'est une thèse. Hein. Tous les romans, de toute façon, il faut lire la littérature antillaise, parce que la littérature antillaise, elle porte, c'est des thèses. Ce sont des thèses qui sont développées de manière romancée, avec une écriture qui est libre, et mais elle porte des thèses. Et la thèse de Texaco, c'est de montrer... C'est l'éloge du chaos, c'est l'éloge de la diversité, de la pluralité. Et Chamoiseau, cette pluralité, c'est donc de Chamoiseau, hein, le roman Texaco, il la situera dans l'Anville, ce qu'il appelle l'Anville, c'est-à-dire les bidonvilles de Fort-de-France, où aurait atterri la population des nouveaux libres. Et dans le chaos de ces bidonvilles, dans le chaos de Texaco, qui est un de ces bidonvilles, va s'épanouir et montrer, va s'exprimer ce chaos, mais il le dit, si je me rappelle bien de sa formule, ce peuple-là était une fourmilière, c'est-à-dire avec un foisonnement, mais malgré tout rester unis. Et pour que se montrer l'unité d'un peuple qui est complètement... j'ai peur de trahir ça, parce que ça fait longtemps, je crois qu'il utilise cette expression de fourmilière, mais retenons l'idée d'un foisonnement. Et néanmoins, pour camper l'unité dans le foisonnement, il va bien falloir, puisqu'il veut montrer que ce peuple est malgré tout uni au-delà de sa diversité, il faut associer l'unité et la multiplicité. C'est quand même un tour difficile. Hein. Et il va le faire par un procédé romanesque où il va utiliser cette période historique qui est la conquête des Mornes, hein, il l'appellera le Nuteka des Mornes, hein, nous sommes, hein, Nuteka, nous sommes, hein, où nous étions, voilà, Nuteka des Mornes, et oui, Nuteka, nous étions, et il va donc camper l'unité au sein de la diversité grâce à cette description de l'épisode historique. Mais pour arriver à faire émerger la multiplicité, il faudra bien se débarrasser de cette unité. Alors elle va exister dans le roman, mais sur une période historique très brève, et c'est ce que je lui reproche, mais tout en étant extrêmement admirative de son roman, qui est magnifique, véritablement magnifique. Et du coup, il va parler d'une expérience avortée, de cette expérience paysanne qui n'arrivera pas, en définitive, à maturité. Il emploie le mot fort d'avorter. Hein, ça sera un échec, l'échec de cette population des Mornes qui sera obligée de rejoindre l'Anville parce que les plantations, l'usine centrale va les manger et va les empêcher de recomposer cet univers qu'ils avaient voulu créer à l'abolition. Alors là, moi je ne suis pas d'accord. Cette composante, elle a duré, elle a encore même des soubresauts malgré tout cet envahissement par la modernité. C'est une composante essentielle dont l'expérience n'a pas avorté. Et c'est la thèse avec du langage qui est le mien, hein, qui est scientifique. Bon, après on pourrait faire tout un laïus sur le langage scientifique, le langage littéraire, mais on ne va pas aller là-dedans. Et donc thèse que je serais volontiers portée à opposer, mais avec respect, avec très très grand respect, comme je m'opposerai à la thèse de l'aliénation qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà ce tableau brossé des résistances. Et alors là-dessus, il faut quand même que je vous dise que cette résistance dans les quartiers des Mornes, dans la composante paysanne, je vous avais donné hein, la définition d'une paysannerie. Une paysannerie, hein, c'est une communauté qui a une tendance autarcique, mais que la société globale récupère. Et les planteurs, pour récupérer cette paysannerie dont ils ne veulent pas, vont imposer, et notamment sous le Second Empire, à la Jamaïque, ce sera pareil, vont imposer des mesures pour, ça s'appelle le mesure du régime de travail. À la Martinique, c'est sous l'amiral Guédon. Et ces mesures, ça va être de porter un livret où va être marqué les jours où travailler sur la plantation. Si on est arrêté avec son livret où on n'a pas les jours où on a travaillé sur la plantation, on est susceptible de vagabondage, donc d'être emprisonné pour vagabondage. Alors comme il y a des personnes qui ont suffisamment de terre pour en vivre, eh ben on va leur imposer un impôt par tête de manière à ce qu'ils produisent plus
qu'ils n'ont besoin, mais pas pour la consommation locale, pour les usines, pour qu'ils consacrent sur leur propriété des lopins de terre à la monoculture. D'où le profil extrêmement particulier de ces paysans, qui va être à la fois pluriactif, c'est-à-dire que pour répondre à la contrainte qui pèse sur eux et pour protéger ces territoires paysans en train de se former, ils vont travailler quelques jours sur les plantations, mais pour conserver leur autonomie dans les mornes, ils concéderont à travailler et surtout, et aussi, ils pratiqueront une agriculture un peu double. Hein, tout le temps, il faut retrouver le dédoublement, les doubles lunettes, etc. Alors qu'ils valorisent énormément le modèle de la culture vivrière, de la culture étagère, le bocage, etc., vont aussi avoir un espace réservé à la monoculture pour payer ce fameux impôt par tête. C'est là que se met en place ce profil très particulier du pluriactif et du pluri-orienté du point de vue agricole. Et c'est la même chose dans toutes les îles, ce processus est le même. Eh bien, voilà dressé notre vaste tableau des cultures, de la formation culturelle issue donc sur ce socle fondateur entre guillemets, parce que est-ce qu'on fonde une vie, une expérience sociale sur la traite et l'esclavage et sur ce qui a été qualifié de crime contre l'humanité? Eh bien, qu'est-ce qu'on va retenir en termes d'interprétation? Et c'est là que interviennent ces fameuses thèses dont je vous ai parlé tout au long du cours. Voilà, donc les fameuses thèses qui interprètent cette culture, cette formation culturelle. Je ne veux pas employer le mot d'une culture, on est dans la diversité, donc c'est un peu paradoxal, mais néanmoins, on parle de Black Atlantic, on parle d'une unité. L'unité, elle vient de la manière d'avoir le ciment commun, c'est d'avoir fait émerger quelque chose de cette expérience fondatrice tragique qu'a été l'esclavage. Donc on a trois thèses en fait qui vont, je vous l'ai dit, s'articuler autour de l'obsession de l'origine. Et c'est pour ça que j'appelle ces interprétations comme animées par une conception racinaire. Il faut trouver, on est sur la racine, l'origine. L'origine, le socle, c'est considéré être l'Afrique, mais en fait c'est l'esclavage. Et c'est à partir de la prise en compte du socle de l'esclavage qu'il va falloir élaborer. Or, cette élaboration, elle va, c'est pour ça que j'appelle racinaire, elle va se polariser sur la question, d'une manière ou d'une autre, formulée de manière différente, a-t-il été possible ou non de transporter son mode d'être. C'est formulé exactement comme ça par Édouard Glissant, mais d'autres auteurs le formulent différemment. Par exemple, on a un ouvrage qui est paru en 2008, c'est pas vieux quand même, parce que là, vous vous rappelez la controverse Franz Frazier-Herskovitz, on est dans les années 40, quoi. On est même plutôt, je me rappelle plus, je vous avais donné la date de Frazier, l'ouvrage de Frazier, que je vais vous redonner. C'est 1939, donc on est dans ces années-là, on est encore avec cette controverse fondatrice, et en 2008, on a un anthropologue qui est très connu dans le champ, qui est spécialiste de Cuba et des cultes religieux de Cuba, Stéphane Palmier, qui a sorti un ouvrage collectif qui s'appelle, alors je le traduis en français, Les Afriques des Amériques, vous voyez le titre, par-delà la quête des origines dans l'étude des religions afro-atlantiques,
Mais on est quand même les Afriques aux Amériques et on est toujours dans ce questionnement, à savoir est-ce qu'on peut aller au-delà. Et l'introduction que fait Stéphane Palmier à cet ouvrage collectif, c'est axé là-dessus. Est-ce qu'on peut aller au-delà de la recherche de l'africanité, de la quête de l'origine dans le monde afro-américain? Dans le dernier, non, c'est pas son dernier bouquin, dans un des bouquins qu'il vient d'écrire et qui a été traduit en français, Voyage avec Toy, Richard Price raconte son amitié avec un guérisseur Saramaka. Et donc c'était, bon je passe là, ça serait encore faire une trop longue parenthèse, il termine le dernier chapitre, parce que Price voudrait faire une étude dialogique, une écriture dialogique, ce qu'on appelle le dialogisme, c'est-à-dire que lui occupe autant de place que son interlocuteur, mais il signe Richard Price quand même, hein. Donc on appelle ça donc du dialogisme en anthropologie, qui est mêlé à ce qu'on appelle la réflexivité, je vous en ai parlé au premier cours, des premiers cours, mais c'est quand même l'anthropologue qui parle. Donc moi je pense que ce n'est pas ce qu'on appelle la réflexivité, qui est la manière dont l'anthropologue est en train de parler et qui analyse lui-même ce qu'il est en train de faire. C'est pas tout à fait ça, même si Price l'appelle réflexivité. Donc il est avec Toy et il parle avec Toy et il raconte son dialogue avec Toy. Donc où est la part de fiction, etc., c'est très difficile à avoir. Et donc c'est tout ce dialogue, cette façon dont Richard Price va être adopté, dont Toy va lui livrer des secrets, etc. On est toujours, vous vous rappelez, hein, dans les premiers temps aussi. Et le dernier chapitre, c'est considéré, par rapport à Price, c'est sa réflexion sur tout ce que lui a dit Toy, qui relève, il travaille avec Toy sur les langages ésotériques, des langages ésotériques qu'il relie à des langages africains, à des langues africaines. Donc toute sa conclusion, elle est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est africain? Est-ce que c'est créole? Qu'est-ce qu'on en dit? Et c'est une réflexion plus modérée que celle qu'il aura après, puisque Richard Price, je vous le rappelle, est un tenant de la thèse de la créolisation. Donc on voit que cette question, elle est lancinante, c'est toujours la même, oui, non, Afrique, créole, etc. Et pareil, chez des auteurs Patterson et Kelly, Patterson comme Orlando, mais c'est pas le même, c'est Tiffany, c'est une historienne sociologue, et Kelly, qui ont publié au début des années 2000 un numéro de revue consacré à la diaspora africaine, afro-américaine, et ils disent la question fondamentale et encore irrésolue, c'est jusqu'à quel point le peuple noir du Nouveau Monde est-il africain et qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Donc on est toujours avec cette question. Voilà, au centre de l'anthropologie et des sciences humaines. David Scott, un anthropologue jamaïcain, s'est insurgé contre ça, contre cette anthropologie, donc il dit qu'elle est structurée par une épistémologie de la vérification. Et lui, il dit que faut passer à autre chose et arrêter de vouloir valider si c'est africain, si c'est authentiquement africain, si c'est authentiquement issu de l'esclavage ou pas, etc. Donc vous voyez la structuration du champ. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit donc l'Afrique là toujours omniprésente. Ce fameux socle de l'esclavage, en fait, il faut sauter le pas de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce socle africain, à cette conception? Alors, on a la thèse de la continuité, on a comme une structure pyramidale où, au bout du compte, on va avoir trois hypothèses fortes. D'abord, la thèse de la continuité. Vous vous imaginez comme une pyramide. Le socle, c'est l'esclavage. Dessous, il y a les racines. Et émerge donc d'abord la conception de cultures héritées. Elles sont fondamentalement héritées en continuité avec l'Afrique. Deuxièmement, elles sont créatives. Il n'y a rien de authentiquement, de continuellement africain, c'est une création nouvelle, c'est la thèse de la créativité dont on verra qu'elle se décline de diverses manières, et la troisième, que l'on a peu abordée, mais qui est très importante, c'est l'impossibilité totale c'est l'éradication totale de la racine, et l'éradication totale en même temps de la possibilité de créer quelque chose de nouveau. C'est la thèse de l'aliénation.
Donc, dans tous les cas, et à la limite, c'est même la thèse de l'aliénation qui est la moins obsédée par la Racine. Parce que la thèse de l'aliénation, elle cherche à savoir si, oui ou non, on a reconstitué du lien social. Bien évidemment, on le verra, on la déclinera, mais on est vraiment dans une conception où, du coup, c'est ça qui va amener ce que je vous ai dit au début des cours, l'absence d'interprétation sur véritablement la mise en mémoire de l'expérience elle-même de l'esclavage. Il y a comme un détournement du regard vers la période anté-esclavagiste pour voir comment elle se retrouve dans le présent. Et est-ce que l'esclavage intervient juste pour savoir si oui ou non il a rendu possible. Mais il n'y a pas cette recherche sur comment a été formulée, comment a été sédimentée l'expérience elle-même de l'esclavage, qui est au fondement de cette vie sociale. Selon la thèse de l'aliénation, si on considère que c'est quand même alors, si je reprends votre question, là, pour qu'on l'entende bien, qui est intéressante, oui, s'il n'y a pas d'africanité, s'il n'y a pas de quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du vide. Il y a du vide, et on verra, vous vous rappelez la formule de Patterson, c'est une mort sociale, il n'y a pas de lien. Et on verra comment elle se décline. Elle se décline avec des... ça ne fait pas dans la dentelle. Hein, quand on parle de l'aliénation, on avait un aperçu avec la formule que je vous ai donnée. Le Martiniquais n'est appelé à devenir lui-même qu'en se coupant en se projetant dans quelque chose qui n'est pas lui-même. Hein, dans l'illusion, l'exil permanent, mais j'y reviendrai. On va parler d'un exil permanent. Voilà, on est hors de soi. On est placé à côté de sa propre réalité. On est déréalisé. Ce sont des termes presque pathologiques, hein, d'une névrose. Hein. On emploiera le terme de névrose collective. Une autre question? Non? Donc, cette conception racinaire, alors je vais commencer par, je vais vous dire les trois thèses. Hein. Je vais essayer de vous les décrire. Alors, la thèse de la continuité. Elle nous permet de retrouver la notion de diaspora, parce que c'est auprès de ceux qui vont conceptualiser très tôt le monde noir des Amériques. Même, il y aura un de nos collègues, Stéphane Dufoy, qui a travaillé sur, mais je vous en avais parlé déjà de Stéphane Dufoy, je crois, qui a refait la généalogie du terme diaspora. Il a observé de manière très pertinente que l'occurrence du terme diaspora dans les travaux académiques était beaucoup plus importante, plus précocement, appliquée au monde noir qu'à d'autres populations, dont le peuple juif. Il y avait plus de travaux appliquant le terme diaspora au monde noir à d'autres populations réputées diasporiques. Et cette population va être dite diasporique, c'est-à-dire diaspora, rappelons-nous la définition simple, hein. C'est une population issue d'un traumatisme qui la disperse, mais qui est animée par une idéologie du retour et qui conserve les constituants de son identité. Donc, évidemment, conserver les constituants de son identité, ça veut dire que l'on se reconduit à l'identique, avec ses traditions, on amène ses modes d'être ensemble dans cet ailleurs. Mais moi, je vous avais dit, d'ailleurs un chapitre porte ce titre dans l'ouvrage, hein, dont est tiré le cours, c'est un ailleurs impossible, puisque cet ailleurs, c'est pas seulement le passage du milieu, c'est une fois arrivé sur place où la violence s'exerce et on arrive dans un lieu d'enfermement. Donc, mais néanmoins, cette thèse existe et cette thèse a énormément de personnes qui adhèrent, de chercheurs, et elle est de plus en plus d'ailleurs, elle a été un petit peu abandonnée, mais elle connaît un renouveau important, et donc elle s'appuie sur le concept de diaspora, et ce concept de diaspora, on le voit apparaître en 1965, dans un premier texte académique qui est produit à l'issue de International Congress of African Historians en Tanzanie, à Dar es Salaam, où un George Jefferson utilise le terme de diaspora pour qualifier le monde noir américain.
il est vraisemblable que W.E.B. Du Bois, dont je vous parlerai parce que je vous le cite à chaque fois, mais je ne vous dis pas qui il est employé le terme, c'est un militant, un militant de la cause des droits civiques, fin 19e, début 20e. Du Bois va utiliser le terme diaspora dans The Crisis, qui est le journal qu'il a créé en 1910, je crois, 1910, oui, aux États-Unis. Ça, c'est un de nos collègues Fabre, qui est un spécialiste de littérature afro-américaine, qui note qu'il avait, Du Bois aurait utilisé le terme. Alors pourquoi cette référence à la littérature diasporique pour penser la continuité? Parce que, je vous l'ai dit, le modèle classique de la diaspora implique la prise en compte d'une continuité et donc force naturellement les chercheurs qui les historiens, les anthropologues, les sociologues qui ont voulu montrer la continuité ont parlé automatiquement de diaspora, parce que la diaspora c'est ce peuple qui se continue dans l'ailleurs. Et on a un ouvrage qui fait référence dans le champ, c'est, je vous en avais déjà parlé, Joseph Harris, qui publie en 1982 avec un texte de Shepperson. Je vous ai écorché son nom à ce Shepperson. George Shepperson, je vous ai... qui a donc utilisé le premier, le terme de diaspora, et dans l'ouvrage de Harris, Joseph Harris, Global Dimension of the African Diaspora, les dimensions globales de la diaspora africaine, il publie le texte de Shepperson, et là on voit émerger une vision de le monde noir, la formation culturelle dont on vient de dresser ce vaste tableau historique, comme étant considéré comme une extension de l'héritage africain. C'est une continuité, c'est une non-dilution de l'identité, comme le dit Martino Vanessian, l'une de nos collègues, c'est une non-rupture. Et là, c'est là que certains vont s'appuyer sur les écrits de Bastide. Bastide va devenir l'une des figures. Après, tous les auteurs qui vont être mobilisés, ce seront des auteurs bien évidemment engagés dans la négritude, comme Aimé Césaire, qui vont être mobilisés pour servir cette thèse de la continuité. Mais surtout, cette thèse de la continuité, elle va s'appuyer sur deux piliers produits au sein du monde noir américain et dont je vous ai très peu parlé et qui sont fondamentaux pour comprendre comment cette thèse de la continuité, en dehors des études anthropologiques elles-mêmes, elle va se nourrir de ce qui a été produit au sein de cette formation culturelle, deux idéologies, surtout noires américaines, africaines-américaines, c'est l'idéologie du panafricanisme et l'idéologie du nationalisme noir. Alors, ces deux idéologies, elles sont extrêmement liées entre elles. On pourra dire que le panafricanisme, c'est une solidarité par-delà les frontières, par-delà les continents, et que le nationalisme noir, lui, il est lié au panafricanisme, mais on pourrait dire qu'il rajoute une composante qui est celle de la séparation, de la volonté de créer un nationalisme noir reposant sur un territoire considéré comme noir. Et ça, ces deux idéologies, elles sont fondamentales parce que qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent panafricanisme, l'idée du lien conservé avec l'Afrique. Et donc c'est pour ça que tous les écrits qui mobilisent la thèse de la continuité dans les études diasporiques, on retrouvera de manière lancinante cette référence permanente, récurrente au nationalisme noir, au panafricanisme. Parce que ça vient comme attester, valider, sauf que panafricanisme et nationalisme noir ne sont pas des références des méta-récits. On pourrait penser à un méta-récit, c'est-à-dire, je vous ai bien expliqué, le méta-récit, c'est ce qui fait que ça sert de repère commun. Vous allez parler avec un
paysans, peut-être à la Jamaïque et sans doute à la Martinique, comme le dit très bien Maryse Condé, autre auteur phare de la littérature antillaise, guadeloupéenne, qui se réclamait du panafricanisme. Elle dit, on parle du panafricanisme en Guadeloupe à un paysan ou une paysanne, elle part dans les années 70, je n'ai jamais entendu parler, qu'est-ce que le panafricanisme? Certains, donc ce n'est pas un méta-récit connu, c'est même pour être critiqué. C'est ça un méta-récit, c'est que c'est le récit de sa trajectoire collective qui se distribue de manière, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais on le connaît. Donc là, on peut ne pas, absolument pas connaître cette idéologie. Donc ce qui est difficile du coup à considérer comme étant un méta-récit. Mais néanmoins, tous ceux qui vont prôner la thèse de la continuité, donc bien évidemment vont s'appuyer, je sous-estime comment ils vont s'appuyer sur les écrits anthropologiques quand certains vont s'ériger contre Richard Price, c'est pour mieux dire que Richard Price, il amène la preuve en étudiant les Saramacas qu'il y a bien de l'Afrique aux Amériques. Vous voyez, c'est donc, mais néanmoins, ces deux piliers, donc le panafricanisme et le nationalisme noir, alors on va les retrouver comme le motif récurrent, et le nationalisme noir, il est effectivement fascinant. Là, on a un écrit ancien, mais irremplaçable, de Immanuel Geiss, je ne sais pas comment on prononce, Immanuel Geiss, sur le panafricanisme. On a eu d'autres ouvrages depuis, mais je pense que celui-ci est irremplaçable, qui brosse un tableau de ce nationalisme noir qui est plutôt présent aux États-Unis. Et ça s'explique que de par, je pense, toutes les circonstances que nous avons vues, ce désir de retour vers l'Afrique qui va s'exprimer très tôt. Et dans la définition de la diaspora, il y a donc le territoire d'origine, la dispersion, le traumatisme et le désir du retour. Le désir de retourner vers la terre ancestrale. Et ce motif-là, il est à fond présent dans le nationalisme noir, le Back to Africa. Alors il va s'exprimer dès 1773, quand des esclaves, 4 esclaves de Boston, on est dans le contexte là de la guerre d'indépendance, on est dans les années 1770, on est dans ce ferment un peu favorable aux idées de liberté, etc. Et il y a 4 esclaves à Boston qui pétitionnent et qui portent une pétition auprès des autorités pour réclamer qu'1 jour par semaine leur soit payé pour qu'ils financent leur retour vers l'Afrique. Et c'est le début de ce que Moses Wilson, je crois son prénom, qui est un grand spécialiste et qui a fait des ouvrages très simples à lire parce qu'il collecte les textes des idéologues, enfin des Moses, pardon, qui ont parce qu'on a des textes là par rapport à, là encore, grosse différence avec les anti-françaises. Cette façon de la pétition, on a les traces, cette idéologie du nationalisme noir, elle est dans des textes que, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ils disent bien l'itinéraire de cette pensée. Et Moses a fait une anthologie des textes du nationalisme noir très facile à lire. Et cette période-là, il l'appelle la période du proto-nationalisme. C'est-à-dire qu'elle précède, avant l'abolition, ce qu'on appellera après le nationalisme classique. Et ensuite le nationalisme moderne qui va se décliner à partir du Black Power, des Black Panthers, tout ce mouvement aussi de l'afrocentrisme qui est très important, dont je vous dirai quelques mots. Il faudrait que vous m'y ferez penser à vous parler aussi donc de cette composante afrocentriste. Donc, ces esclaves de Boston, ils donc pétitionnent. Ensuite, on a un personnage très connu dans l'histoire noire américaine, Prince
Hall, comme Stuart Hall, mais qui n'a pas de lien, Prince Hall, qui crée la première loge maçonnique noire en 1787, et lui aussi aura pétitionné en 1775, et en exprimant le désir de retourner en Afrique, dont il dira c'est notre pays natal. En 1787, Prince Hall crée sa première loge maçonnique noire, et Emmanuel Geiss met tout en rapport avec cette année 87, 1787, qui est une année assez étonnante, puisque donc il y a la première loge maçonnique qui est créée, il y a la Free African Society qui est aussi créée, la Société africaine libre, qui donnera lieu à la création de la fameuse AMEC, African Methodist Episcopal Church, qui défend, et je vais revenir sur ça la prochaine fois, parce que ce sera le dernier cours, sur un projet qu'on appelle émigrationniste, c'est-à-dire retour en Afrique. Donc cet African Methodist Episcopal Church va donc faire des missions en Afrique et donc être le fer de lance de ce que l'on appellera le projet de retour le retour en Afrique. Dans cette année 87, c'est aussi la création donc par Prince Hall de la première loge, c'est aussi la naissance en Europe du mouvement abolitionniste 1787 avec Wilberforce, Clarkson, etc. Et aux États-Unis aussi, avec à Philadelphie la création des mouvements officiellement abolitionnistes. Donc il y a toute une convergence qui fait que cette année est l'année de l'élan vers la formulation des rapports sociaux issus de l'esclavage. Donc à partir de là, de cette période, naît ce qu'on va appeler plutôt le nationalisme classique. Là, on est dans la période du nationalisme, proto-nationalisme.